Bonjour à tous. On va démarrer déjà Orange Prestation TV. On ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, on connaît Orange. Prestation TV, on a un peu de mal. Si je vous parle de House of the Dragon, d'OCS, d'Orange Studio, tout ça, ce sont les deux filiales sœurs en fait, d'Orange Prestation TV qui font partie d'Orange Content. Et du coup, nous, on se situe dans ce même écosystème, donc avec OCS et Orange Studio. Et donc, nous, on est la filiale opérationnelle et technique du groupe Orange. Donc, on travaille pour l'ensemble des services audiovisuels du groupe Orange, OCS, Orange Studio, avec diverses activités. Donc, la première, c'est effectivement toute la média supply chain du groupe Orange, qui sera le sujet principal. On exerce aussi une responsabilité de diffuseur linéaire pour OCS, en l'occurrence, pour les 3 chaînes actuelles du bouquet OCS. Une grosse activité aussi, c'est tout ce qui est développement applicatif, puisque les applications OCS, que ce soit sur iOS, Android, sur les box Android et autres TV connectés, sont développées in-house chez nous, par une équipe de développeurs, en partenariat avec les équipes produits de chez OCS. On travaille aussi sur toute la chaîne technique, la chaîne de traitement des contenus de la TV d'Orange. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui sont apportées au quotidien par Orange France sur la TV d'Orange. Et donc nous, on fait partie de cette chaîne technique. Et enfin, une petite activité de production de films promo aussi pour la TV d'Orange. Des tutoriaux, des spots événementiels. On participe aussi sur tout ce qui est restauration de films pour OCS, dans lesquels les films OCS participent, notamment avec le TF1 Studio. Voilà, donc c'est à peu près une 60aine de collaborateurs. On est un petit peu sous le radar de nos grandes filiales, des 2 autres filiales qui sont largement plus connues que nous. En chiffres, alors on est loin de ceux d'Eurosport, mais malgré tout, on a fabriqué 7000 PAD l'année dernière. Donc en gros, un petit tiers pour OCS, le reste pour la VOD, avec pas mal de choses qui sont assez challengeantes, notamment tout ce qui est séries en US plus 24, typiquement House of the Dragon, ou toutes les séries de Game of Thrones qui nous arrivent très tard, juste avant la diffusion, et avec une pression qui est pas loin d'une Coupe du Monde pour nous. Enfin, c'est notre Coupe du Monde à nous. Beaucoup de bandes annonces pour le linéaire, pour les plateformes VOD qui sont produites en partenariat à la fois avec Planimonteur et aussi avec les équipes, avec Automated. Donc, c'est des bandes annonces qui sont gérées automatiquement, en tout cas au moins dans le processus d'habillage. Et aussi, on gère aussi pour Orange France tout le replay de la TV d'Orange. Donc c'est beaucoup de contenus, c'est 115 000 contenus qui sont distribués chaque année. Et donc ça fait quand même pas mal d'activités. Donc voilà pour OPTV, vous en savez un petit peu plus. Et donc on va se concentrer maintenant sur la plateforme de Media Supply Chain, donc qui est un petit peu l'objet de la présentation et comment elle a existé, comment elle existe encore pour quelques semaines. Donc, qui était de là où on part. Donc, c'était une plateforme sous base de Dalet Galaxy, qui a eu une longue histoire, Dalet nous a accompagnés depuis 2008, avec la V3, puis Dalet Galaxy. Et donc, qui gère une grosse partie de la Media Supply Chain, donc l'ingestion, la transformation avec des encodeurs Vantage, qui gère aussi le support de toute la partie vérification, les échanges de métadonnées avec notre traffic système de Mediagenix Watson, et enfin toute la partie archivage, enfin en tout cas la gestion et le push vers l'archivage sur nos object matrix. Notre activité de Media Supply Chain, elle est parfois assez complexe. Ça va du très simple. On reçoit un PAD d'un autre diffuseur, Arte, Canal. C'est facile, c'est tout droit. On sait d'où ça vient, c'est plutôt peinard. Parfois, c'est très compliqué, alors soit avec des grands ayants droit ou des petits ayants droit qui nous envoient les fichiers en 1000 morceaux avec un master d'un côté, des audios de l'autre, un sous-titre, des codecs différents. Tout ça à adapter dans notre fichier pivot qui est du XDCAM. Donc c'est parfois une supply chain qui peut être assez complexe à gérer avec beaucoup de cas.
Donc c'est là en gros tout l'enjeu de cette chaîne de traitement, principalement dans la partie transformation, où toute la complexité est là, en fonction des sources que l'on reçoit qui sont assez hétérogènes. Notre migration vers le cloud. Pourquoi on a migré vers le cloud? Alors déjà, il faut prendre en compte un enjeu, enfin un contexte qui est au-delà de la partie pandémie, etc., que tout le monde a connu. Nous, on a aussi on a connu une période de très grande volatilité. Donc c'est un concept, le VUCA ou VUCA en anglais, qui explique un peu la crise permanente dans laquelle on vit et le milieu audiovisuel vit depuis quelques années. Pour nous, c'est clairement c'est le business. On est attaqué entre guillemets. On a des grands concurrents. On a Netflix qui déboule, HBO Max qui arrive, Amazon Prime aussi avec qui on est partenaire. Donc tout ça, le business est très très challengé. Il ne sait pas trop où il va. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de volatilité. De l'incertitude forcément, puisque les budgets sont attaqués. Il faut réduire les coûts, il faut les optimiser, mais en même temps, le business ne sait pas trop où il va, donc il ne sait pas quel levier il va devoir ajuster. Donc c'est incertain pour nous, c'est complexe, parce que nous, en réponse, on a 1000 solutions pour répondre à ça. On peut jouer sur la qualité, on peut jouer sur le time to market, on peut jouer sur la volumétrie de ce que l'on produit à un instant T, en pic, en creux, etc. Et puis finalement, ça amène beaucoup d'ambiguïté aussi, puisque Orange, comme vous le savez, est en train de migrer, a changé de DG l'année dernière, est en train de migrer aussi sa stratégie sur les contenus, avec OCS et Orange Studio qui rejoindront le groupe Canal l'année prochaine. Tout ça dans un climat où tout ne peut pas être dit. Donc pour nous, en tant que solution, en tant que apporteur de solutions techniques, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On réfléchit un petit peu à toutes les solutions en même temps. Et donc tout ça était assez ambigu pour nous. Donc pourquoi comment on a répondu à tout ça? Pour la volatilité, on s'est dit qu'il fallait qu'on parte sur une solution SaaS, clairement, pour des questions de gestion budgétaire. Voilà. On s'est dit qu'une solution en as a service serait le mieux pour nous. Sur la partie budgétaire et de l'incertitude budgétaire, ce qui a été le maître mot pour nous, c'est d'essayer d'aller vers un coût à la minute. Ce qui était très important pour nos clients internes, certes, mais les clients quand même, de savoir, quelle que soit la ligne directrice qu'ils allaient prendre dans leur business, d'avoir un coût à la minute pour les programmes qu'ils allaient produire. Et donc, ce qui a donné un petit peu la ligne et ce qu'on a souhaité faire dans notre plateforme. Pour la complexité, pareil, il fallait avoir un maximum de choix possibles dans les services qu'on aurait pu proposer ou qu'on allait proposer dans la plateforme. Pour l'ambiguïté, pareil, on a dû gérer, est-ce qu'on allait acheter beaucoup de programmes à l'instant T, peu de programmes, une série, un catalogue complet. Tout ça, il fallait pouvoir le gérer, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les plateformes. Et forcément, le maître mot, l'agilité. On en est tous là. Et on pensait que la plateforme cloud allait pouvoir répondre à tout ça. Donc le nom de code de cette nouvelle plateforme, c'est Chronos. Et elle remplace ces 4 briques qui sont en couleur orange, forcément. Voilà. Et donc Chronos a pris la place de Dalet dans ces 4 briques-là et va gérer à la fois de l'ingestion de données qui nous arrivent des différents ayants droit, des studios ou de labos. Toute la partie transformation va pouvoir faire de la vérification et ensuite tous les échanges de métadonnées avec notre traffic chain. Ça, c'est le slide tech pour nos amis. Alors, on voit, il y a 2 cœurs principaux qui sont en bleu, qui sont Pulseit de chez Embrace, qui est un petit peu le cœur de plateforme, le moteur de workflow qu'on a décidé d'utiliser. Et autour de cela, donc, notre choix a été aussi de conserver une hybridation, de ne pas tout mettre dans le cloud,
mais parce qu'on avait déjà une instance de Pulsite qui tournait chez nous on-prem, de pouvoir l'interconnecter avec cette nouvelle plateforme et de gérer un certain nombre de gestes métiers entre les deux mondes, on va dire. On a rajouté autour un certain nombre de fonctionnalités très classiques de chez AWS, des lambdas, un bucket S3, une gestion par messagerie avec SQS. Et ensuite, on s'est appuyé sur les moteurs d'encodage qui sont divers, qui peuvent être aussi soit du media convert, soit de l'encoding. On a la possibilité, grâce à Pulsite et à l'écosystème, de choisir en fonction de ce que l'on veut faire, en fonction de ce que l'on reçoit et en fonction du moment du workflow, de choisir vers quel encodeur on va se tourner, en fonction de leur qualité, de leurs défauts. MediaConvert ne fait pas de Dolby E, par exemple, ce que fait Encoding. MediaConvert a d'autres rapidités que n'a pas Encoding. Donc on a benchmarké et on peut basculer de l'un à l'autre en fonction de divers critères business qui vont faire que Pulsite va s'adresser soit à l'un, soit à l'autre, et pouvoir gérer comme ça un petit peu les objectifs de chaque contenu. Pourquoi AWS ? Enfin bon, on ne va pas revenir sur les coûts à la consommation, mais qui était un critère pour nous malgré tout, d'avoir des coûts au contenu. Et donc à partir du moment où on a un contenu, on sait combien il va nous coûter en stockage, combien il va nous coûter en transformation. Et quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par la personne de chez France Télé, un éventail de services disponibles assez large, notamment sur les milieux audiovisuels, et ce qui va nous permettre, comme on vient de le voir, de panacher, de choisir le meilleur à chaque fois pour une tâche précise et de pouvoir mixer en fonction de chacune des qualités. Donc moi aussi, je pousse tout le monde à pouvoir avoir des coûts à la minute ou des coûts as you go pour tous les éditeurs de logiciels. Pour notre écosystème, c'est vraiment très important. Sur Pulsite, peut-être Julien, tu peux en présenter vite fait Pulsite ? Avec plaisir, Christophe. Oui, donc on évoquait beaucoup Pulsite comme outil d'orchestration globale. Moi, ce que je peux peut-être dire par rapport au projet d'OPTV, c'est comme il y a une personne sur deux dans la salle, soit qui travaille pour Dalet, soit qui est un ancien de Dalet. La stratégie de l'entreprise n'est pas d'aller tuer tous les Dalet Galaxy, mais bien de vous permettre de continuer à accompagner vos clients sur les nouvelles plateformes qui sont en développement et disponibles. Pour ce qui nous concerne, effectivement, on a une grande histoire. Christophe évoquait le produit automatique qui permet de générer automatiquement les bandes annonces tout à l'heure. C'est également un produit que nous développons chez Embrace. Donc on avait une culture d'intégration, on avait une culture projet avec eux. Et on les avait accompagnés pendant quelques années pour unifier et porter tous les développements spécifiques qui avaient été faits chez Orange de manière unifiée, documentée, maîtrisée, contrôlée et sécurisée sur Pulsite. Et assez naturellement avec l'hybridation, qui est d'ailleurs probablement l'approche la plus retenue actuellement par tous les groupes médias. Globalement, on l'a vu au NAB, tous, on en parlait il y a quelques minutes. Sur l'hybridation, on a permis de faciliter la conservation de tous les processus métiers, de connecter tous les utilisateurs, de l'acquisition à la distribution, et tous les anciens systèmes, et de profiter ou de permettre à OPTV de profiter, de se connecter très simplement et très facilement à tous les services qui faisaient du sens pour le projet Chronos ou les services à venir. Un petit point quand même, j'ai vu sur ta slide précédente, tu évoquais le low-code. Il y a Florian qui est là, qui est un des développeurs principaux d'OPTV, qui est l'artisan de Chronos. Le low-code, c'est un élément essentiel aussi du développement de la souveraineté d'OPTV. Alors, on partageait, nous, cette vision quand on a créé l'entreprise il y a 7 ans, avec Christophe et les équipes à l'ingénierie et aussi les opérateurs chez OPTV. La souveraineté, c'est quoi ? C'est qu'avec une toute petite équipe, de grands talents, certes, mais une toute petite équipe, un petit peu de soutien de notre part et un peu de soutien de sociétés de services, vous êtes parvenu à traduire une étude qui est devenue Chronos en quelques semaines techniquement dans AWS. Et j'aimerais quand même saluer une personne qui est Kevin Savina qui nous a introduit tout à l'heure, mais il faut comprendre que dans ce projet, le soutien, l'assistance qu'a apporté, non pas que techniquement, mais en tout cas de nous aider à tous progresser
à donner une direction à OPTV, à nous aider nous en tant qu'éditeurs de logiciels à obtenir tous les badges, c'est-à-dire de progresser, d'être plus natif dans le cloud, de mieux utiliser les services qui sont proposés par AWS. Ben nous aussi, on a grandi dans ce projet. On a à 3 ou 4, il y avait Telestream aussi, Dominique est là, je l'ai vu tout à l'heure, Dominique Bergeret qui a participé à cela pour co-innover avec OPTV sur la base du low-code. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, ce qu'on voit ici, les connecteurs, chaque connecteur, c'est soit une tâche humaine, soit une tâche technique. Et en fait, chaque connecteur contient l'ensemble du code qui est déjà inscrit dans le connecteur. Donc quand on a besoin de traduire un besoin métier dans un workflow, on a simplement besoin d'assembler différentes briques. Il y en a 130 qui sont livrées en standard et elles doivent permettre de couvrir n'importe quel type de workflow. Là, je te laisse peut-être poursuivre. Tu vas avancer de 2 slides parce que... Sinon, on ne va plus l'arrêter. C'est toujours du low-code. C'est toujours du low-code. Donc le low-code, c'est aussi un des piliers de notre projet. On en parlait aussi sur la partie incertitude. Nous, on a des grosses incertitudes quant au RH. Et donc, du coup, l'avantage du low-code, c'est de permettre de gagner en coût de développeur et de pouvoir, avec une seule personne, développer un front complet en quelques semaines, là où donc toute la partie back-end, etc., est déjà gérée par... Là, du coup, on est parti avec Retool, qui est un autre outil de low-code qui nous a permis de gérer le front. Pulsite est de gérer toute la partie back. Et donc, on a pu, en quelques semaines, développer une dizaine d'interfaces utilisateurs. Et donc, que ça soit d'un dashboard ou d'un autre review de tout ce qui est QC auto. Donc tout ça, ça a été développé avec une seule personne, même pas full-time, et de pouvoir itérer très rapidement en mettant l'utilisateur un petit peu au centre des besoins, sans passer par des processus qui peuvent être très longs, même quand ils sont agiles. En tout cas, il y a une structure qui est plus lourde. Donc low-code aussi, très important pour nous dans notre petite structure et dans la rapidité dans laquelle on a voulu développer ce portail-là. Les next steps... Continuer, on parlait, design des interfaces utilisateurs, donc sur la partie vérification. Donc pour l'instant, Chronos est toujours en cours de développement. Pour l'instant, on fait que de la QC automatique. On va devoir développer, et on est en train de développer des interfaces utilisateurs pour tout ce qui est vérification intégrale, donc qui fait partie du process aussi pour certains de nos clients. Donc pour ça, on va devoir continuer à développer des interfaces utilisateurs, intégrer un vrai player, parce que pour l'instant, on est sur un player grand public, on va dire. Et donc, notre choix est parti sur Accurate Player de chez CodeMill, qui va nous permettre d'avoir, via son SDK, de pouvoir déployer un seul et même player sur l'ensemble de nos interfaces, qu'elles soient intégrées à Pulsite, puisque c'est le cas maintenant. Nativement, dans Pulsite, on peut déclencher un player CodeMill, donc qui est vraiment au-delà de ce qu'on peut voir par ailleurs, qui permet de choisir la langue, qui permet de gérer le multi-audio sur un fichier soit proxy en MPEG-4, ou même avec le just-in-time de pouvoir gérer du fichier natif, genre XDCAM, et d'avoir toutes les fonctionnalités que l'on peut retrouver dans un player type celui qu'on retrouve dans un éditeur de montage ou même Switch Telestream. Donc c'est un player qui est ultra puissant. Tout le reste, voilà, donc optimisation des process, des coûts, ce sont vraiment les prochaines étapes. Qu'est-ce qu'on peut retirer en premier point de ce projet? Un déploiement rapide, puisqu'on était live en 3-4 semaines, c'est-à-dire que les premiers contenus de production, à partir du lancement du projet, le kick-off a eu lieu début janvier, avant la fin janvier, les premiers contenus, alors de fond de catalogue certes, moins exposés, étaient déjà en ligne sur la vote d'Orange. Donc ça, c'était le premier point. Grâce au low-code et tout le travail, que ça soit côté Pulsite et de notre côté. On a eu 0 CAPEX, donc ça c'était très important, surtout pour la direction générale, ce qui nous permettait de faire machine arrière, ou si le business devait faire un changement radical en cours de projet. Pas de coût d'appro, donc du coup, pas de temps d'approvisionnement pour le matériel. Donc effectivement, on peut démarrer très vite. Et effectivement, une prise en compte de tout ce qui est changement de trajectoire. Peu d'investissement logiciel, puisqu'nous, on a choisi à chaque fois d'avoir des coûts du pay-as-you-go. Donc
peu de risques de ce côté-là, une efficacité opérationnelle, et enfin des coûts de fonctionnement, ce qui était un des volets aussi, qui sont proportionnels à notre activité, qui peut être très saisonnière, et qui nous permet aussi de gérer du coup, soit un catalogue d'un seul coup, puisque grâce au cloud, on peut gérer par exemple une série complète en quelques heures, ce qui n'était pas le cas avant. Sur la manière de travailler, comme le disait Julien, on a beaucoup travaillé avec Embrace, un vrai partenariat, une vraie co-construction. C'est l'avantage aussi de travailler avec des partenaires qui connaissent le monde du broadcast et qui ont l'habitude et qui connaissent très bien leurs produits. On a échangé en permanence avec de la formation, du retour, des idées. Un partenariat aussi avec AWS qui, dès le départ, a su mobiliser les équipes pour nous donner les best practices, pour pas qu'on aille à droite ou à gauche, mais vraiment au centre, là où il fallait être. Et puis, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un mot de conclusion? Non, je crois que tu as bien couvert. C'est ce qui est la singularité de ce projet, c'était effectivement la manière dont il s'est co-construit et dont on a co-innové ensemble. Alors nous, on n'a pas touché du tout fonctionnellement à notre produit. En revanche, on a passé beaucoup de temps à comprendre les cibles de processus métier, à maintenir, à optimiser. Et en parallèle de cela, on était très ambitieux de progresser. Nous, on était, dès le départ de l'entreprise, on avait déjà des installations dans AWS. Tout à l'heure, Warner Bros. Sport, nous étions le premier service à aller pour fabriquer les bandes annonces pour eux depuis 7 ans. Donc on avait une bonne expérience, mais c'était ce qu'on appelle un peu le lift and shift, c'est-à-dire qu'on prend la même chose qu'on a on-prem et on le déplace dans le EC2, mais on n'est pas vraiment natif. Et donc nous, en parallèle du projet, on a, avec AWS, on a complètement accéléré notre roadmap produit sur cette cloud nativeness. Donc là, j'ai vu qu'il y avait aussi de l'EKS dans certaines installations chez des cas d'usage qui ont été présentés cet après-midi. Donc nous, on a une version Kubernetes container qui est disponible, on est en QA. Et dans l'intervalle, on a, pour faciliter les déploiements, pour permettre l'autoscale up ou down, de grossir ou de descendre, nous sommes aussi aujourd'hui en Docker Compose. Donc on propose toujours un installeur Linux traditionnel, on-prem, Docker Compose ou Kubernetes, et on a pu le faire en quelques mois. Je saluais tout à l'heure le travail remarquable de Kevin, mais il nous a aiguillés partout pour nous aider à atteindre les bonnes personnes. C'est pas toujours facile chez AWS, et c'est un euphémisme. Mais en tout cas, en ayant des personnes en charge que l'on connaît, avec lesquelles on a fait des projets depuis parfois 2 décennies, ça nous a aidé vraiment à grandir. Et je crois aussi le soutien et les meilleures pratiques qui ont été partagées avec OPTV leur a permis également de faire de ce projet un succès, d'aller plus vite que ce qui était prévu. Et c'est ça qui, je pense, faut saluer. C'est surtout, voilà, c'est une autre façon de faire des projets. C'est extrêmement efficace. On n'avait pas la relation, pas le sentiment d'être dans une relation client-fournisseur, mais d'être, en fait, faire partie de la même équipe, d'avoir la même étoile du berger, de suivre cette boussole et de réussir ensemble. Et un dernier point, ça n'a pas beaucoup été évoqué cet après-midi, mais Christophe, Florian et tout le monde chez OPTV ont toujours conservé dans tous les ateliers les utilisateurs à l'esprit. Ils voulaient toujours que ce soit le plus simple, encore plus simple, plus accessible, plus fluide. Et je pense que c'est aussi une façon moderne de faire des systèmes d'information pour les médias, c'est de masquer la complexité et de permettre aux utilisateurs d'avoir simplement une meilleure expérience au quotidien dans la conduite de leurs fonctions. Voilà. Merci à tous.